certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des Oscars, mais aujourd'hui, j'espère apporter quelques nouveaux éléments de réflexion et des nouveaux exemples qui permettront, je l'espère, de simplifier et de clarifier le concept. Alors, j'ai un peu parlé de moi. Après mes études d'ingénieur, j'ai découvert les frameworks de business, vous savez, les 5 forces de Porter, le diamant de stratégie de Humbrick et Fredrickson, et je suis carrément tombé amoureux des frameworks. Alors, vous allez, s'il vous plaît, ne me jugez pas pour être tombé amoureux de quelque chose d'apparemment aussi ennuyeux, mais j'ai vite réalisé qu'un bon framework réellement accélère la réflexion. Et quand vous avez un bon framework, ça peut compenser pour ma paresse, mon manque d'intelligence, mon manque de créativité, et de manière plus générale, d'éviter les pièges et les biais cognitifs de premier degré qui font tant de dégâts dans nos vies et à nos produits. Alors, loin de moi l'idée de tenter d'éduquer une telle audience d'experts sur la valeur de définir de bons OKRs. Vraiment, si votre équipe ne prend pas les OKRs au sérieux, faites quelque chose. Vous verrez que votre vie va être radicalement améliorée. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je conseille, plus que je conseille. Vraiment, je suggère n'importe quelle équipe de travailler avec des OKRs. Et quand je suggère de gérer votre vie avec des OKRs, c'est assez littéral en ce qui me concerne. Ça, c'est une photo de mon frigo avec dessus mes OKRs annuels, les objectifs que je considère importants, comme par exemple être en bonne santé, et les key results, les résultats clés, mesurables, par exemple être capable de courir 10 km en 45 minutes, être assis moins de 40% du temps à mon bureau, etc. etc. J'ai caché les objectifs un peu plus embarrassants que celui-là, mais réellement, j'ai des OKRs personnels dans ma vie personnelle et sur l'éducation des enfants, etc. etc. Et c'est, je trouve, un bon moyen de progresser. Alors, la beauté des OKRs, à mon avis, c'est qu'ils connectent des objectifs holistiques avec des résultats mesurables et indiscutables. À la fin du quarter ou à la fin de l'année, on donne une note aux OKRs. En général, il n'y a pas de discussion possible. On est capable de savoir si on a atteint des objectifs à 50%, 70%, à 1%, à 100% ou à 0%. Malheureusement, dans quelle mesure les OKRs sont utiles dépendent de la raison pour laquelle vous les utilisez. Alors, les OKRs, pour moi, c'est génial pour les entreprises, c'est génial pour les équipes, c'est même génial pour les personnes individuelles. Mais quand j'ai démarré ma carrière de product manager, j'ai vite réalisé qu'il leur manquait des caractéristiques très importantes pour être réellement utiles dans le cadre de développement de produits. Alors, on va commencer par mentionner les limitations des OKRs, à mon avis. Tout d'abord, ce framework ne vous dit rien sur comment connecter vos objectifs et vos résultats clés. Okay. Si vous avez par exemple comme objectif louable, par ailleurs, d'améliorer votre relation avec vos enfants adolescents, rien ne vous empêche de choisir pour les impressionner un key result ou un résultat clé du type « Ok, je vais poster 4 posts super cool sur Instagram par jour. Vous pouvez même réussir à atteindre ce key result, et avoir note 100, 1.0 à votre OKR, mais rien n'indique qu'en atteignant votre résultat clé, vous ayez pour autant obtenu votre objectif. C'est peut-être pas exactement ce que vous aviez en tête, en tout cas pas sûr que vos ados soient d'accord avec vous quand vous lui direz que vous avez atteint votre objectif. Donc la connexion entre l'objectif et le résultat clé n'est pas toujours claire. Deuxièmement, rien ne vous indique que vous soyez capable d'atteindre cet objectif. Ça, c'est un autre problème. Vous pouvez très bien, comme dans mon cas, par exemple, vous fixez un objectif de, je sais pas, gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais quand on aime le houmous comme moi, alors ça n'est pas sûr que ce soit hyper utile ou réaliste dans mon cas. Donc aussi, comment faire en sorte que les objectifs qu'on se fixe soient réalistes et réalistes pour vous et pour votre organisation. Le troisième point de faiblesse, à mon avis, des OKRs, c'est aussi le plus important. Les OKRs ne vous disent pas si vos objectifs sont réellement importants, stratégiquement importants. Pourquoi est-ce important d'atteindre tel ou tel objectif? Pourquoi est-ce important d'atteindre tel ou tel résultat clé? Et mon propos, en fait, c'est que le contexte stratégique va faire toute la différence entre de bons et d'excellents OKRs. Et on va essayer de mettre en place un framework qui prenne le contexte stratégique en considération. Donc, de retour à l'université, quand je devais faire une pause, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai beaucoup de transformés de Fourier, d'équations différentielles, et j'ai commencé en parallèle à développer un intérêt extrêmement superficiel pour la philosophie. Et bien entendu, j'ai démarré une habitude de résumer des livres que je lisais en framework d'un slide, juste parce que c'est marrant à faire. Et je me suis rendu compte, par exemple, que la plupart des livres de 800 pages de philosophes allemands, ils pouvaient être mieux expliqués avec, vous savez, un slide, 5 rectangles, 6 flèches. Schopenhauer, toute la vie aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui, très beau framework. Hegel, qui conçoit la progression des idées comme un processus suivant des patterns connus, la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Marx et sa conception matérialiste de l'histoire et des sociétés humaines, le prolétariat, la bourgeoisie, les moyens de production, etc. etc.
Et de manière générale, penser en termes de framework, c'est extrêmement séduisant, surtout pour un esprit jeune. Ils n'ont pas simplement comme objectif d'analyser des études de cas, business, mais ils offrent réellement un filtre, un prisme, à travers lequel on peut analyser toute sa vie. C'est en tout cas la promesse des philosophes. Si quelque chose se produit dans votre vie et ne convient pas au framework, ça veut probablement dire que vous avez mal compris ce qui s'est produit. Okay, les frameworks sont censés être complets. Mais quand on parle de développement produit, avoir une hypothèse sur les motivations des gens, les motivations des utilisateurs dans un monde où votre produit n'existe pas, et de quoi aurait l'air le monde si votre produit avait un immense succès, ce que je vais appeler, dans le contexte de cette conférence, une vision du monde, c'est quelque chose que je considère comme absolument critique pour pouvoir déterminer les bons OKRs pour votre produit. Okay, donc on va parler souvent de contexte, de stratégie, et comment connecter cette stratégie aux OKRs. En d'autres termes, vous devez avoir un contexte sur lequel vous êtes aligné dans votre équipe, dans votre organisation, et une vision du monde claire. Et les OKRs ne peuvent pas vraiment vous aider avec ça. Okay, les OKRs, elles supposent que vous en avez déjà une sur laquelle vous êtes aligné. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a un piège avec les visions du monde. Pour une raison claire, les faire évoluer est quelque chose dans notre société qui est apparemment hautement indésirable. Donc les philosophes en particulier, comme les hommes ou femmes politiques, savent que s'ils changent d'avis, ils mettent leur carrière en danger, par exemple. Ils ont souvent tendance à tordre la réalité pour l'adapter à leur vision du monde. Bien sûr, quand on est dans le monde du produit, on ne peut pas se permettre ça, et c'est plutôt le contraire. Pour être un excellent PM, il faut avoir une vision du monde qui reste flexible et adaptive. Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais on se comprend. Alors, c'est pour ça qu'on a ce merveilleux outil, ce que sont les stats, qu'on peut appeler aussi la science de changer d'avis dans l'incertitude. Je poserai le problème en ces termes, en général. Au contraire des politiciens et des philosophes, la carrière d'un PM serait vite terminée si il ou elle était incapable de changer d'avis. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une vision du monde forte, une opinion forte, mais flexible. Il n'y a pas d'autre option, d'accord? Même si c'est compliqué, même si c'est dangereux, même d'avoir une opinion. Si vous êtes dans le business du data, vous devez connaître le dicton sans data, vous êtes juste une autre personne avec une opinion. Moi, j'aime ajouter à ce dicton une autre partie qui est moins connue et moins populaire, mais sans une opinion, vous êtes juste une autre personne avec du data. C'est aussi très facile de venir avec du data et de laisser le data diriger la stratégie. Mais ce qu'on attend d'un vrai product manager, c'est réellement une vraie stratégie produit, une vraie opinion finalement. J'ai travaillé une fois avec un CEO qui disait souvent First, have an opinion. Avant tout, et venez, si vous n'avez pas une opinion, ne rentrez pas dans la salle. On n'a pas besoin de vous. Tout le data, tout le monde le connaît. Alors, un exemple rapide et concret de Waze, de la manière dont un processus qui met en avant votre vision du monde peut impacter votre produit d'une manière assez profonde. Admettons que vous ayez comme objectif de faire en sorte que les conducteurs à Waze, je vais quand même donner 2 mots sur Waze, au cas où vous ne connaissez pas, même si c'est quand même assez populaire en France, mais Waze, c'est une application de navigation qui se concentre principalement sur les conducteurs. C'est-à-dire qu'au contraire de Google Maps ou d'Apple Maps, par exemple, on n'a pas de mode vélo ou pas de mode marche ou pas de mode de transport en commun. Et c'est une application qui est basée sur le fait que les utilisateurs forment une communauté qui vont s'aider les uns les autres en reportant ce qui se passe sur les routes pour que les autres puissent en profiter et avoir en quelque sorte une chance de contourner les embouteillages. Alors, vous travaillez pour Waze, vous êtes un PM et vous avez un objectif, le plus logique du monde, de faire en sorte, a priori, que les conducteurs utilisent Waze plus. Okay, juste avoir plus d'engagement, la chose la plus logique, a priori, à faire pour un PM à Waze. Alors, si vous êtes un PM responsable de booster l'utilisation, vous vous mettez au travail. Et ce qu'un mauvais PM ferait, bien sûr, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est, comme tout mauvais PM, commencer du feature. Plutôt que de commencer par la stratégie, commencer du feature lui-même. Donc, il dira, j'ai une super idée, on va mettre des machins virtuels, okay, des goodies, des genres de Pokémon en forme de Waze sur les routes, et ça donne des points aux utilisateurs, et plus les gens gagnent des points, plus ils vont être contents d'avoir des points, plus ils vont vouloir des points, et donc ils vont sortir de chez eux, ils vont commencer à faire des détours exprès pour attraper ces goodies, etc. C'est une vraie histoire, entre parenthèses, avant que j'arrive à Waze, mais c'est arrivé. Ils conduiront plus, et donc notre résultat clé de faire en sorte que les gens utilisent plus Waze, il sera atteint. Pour peu qu'on rende le jeu suffisamment addictif, ça peut faire un carton, pourquoi pas. Il aura peut-être raison, d'ailleurs. Peut-être que la métrique, effectivement, d'utilisation de Waze, de usage, elle augmentera. Mais bien sûr, l'univers que vous avez créé dans ce cas-là, si votre feature est un succès, ça a l'air de ça. Donc, le chaos sur les routes. Vous avez atteint votre objectif, mais est-ce que c'est réellement ce que vous aviez en tête? Et plus important, est-ce que vous pensez que le business que vous avez créé
en créant ce feature et en faisant bouger votre KPI et en atteignant vos OKRs, est-ce que le business que vous avez créé, il est maintenant plus pérenne qu'avant? Est-ce qu'il apporte de la valeur à ses utilisateurs et je dirais même à la société? Alors, la réponse est évidente et si vous êtes un bon PM, vous commencerez par vos OKRs. Okay, vous allez faire ça directement. Vous mettez en place des métriques telles que les kilomètres conduits avec Waze, ça sera ce que vous mesurerez. Vous commencerez à discuter avec les programmeurs, avec les analystes, avec les designers d'une idée qui pourrait faire bouger cette métrique de kilomètres conduits avec Waze, basée sur la valeur créée pour vos utilisateurs. Vous comprendrez par exemple que vous avez deux leviers pour faire bouger cette métrique, augmenter le nombre de kilomètres par session ou le nombre de sessions lui-même par utilisateur. Vous décidez par exemple de travailler à augmenter le nombre de kilomètres par session, okay, parce que c'est là que vous avez le plus d'idées. Vous aurez par exemple une idée autour de l'expérience de fin de conduite, par exemple, ou de fin de trajet, par exemple autour de parking, par exemple, aider les utilisateurs à trouver où se garer, faire en sorte que les utilisateurs ferment Waze après être arrivés à destination plutôt qu'au milieu de leur trajet. Okay, donc, si par exemple vous leur donnez de la valeur, c'est ça votre hypothèse, vous leur donnez de la valeur pour la fin de leur trajet, ils auront moins tendance à fermer Waze dès que possible parce qu'ils connaissent la fin du trajet, etc., parce que vous les aidez réellement à compléter leur trajet du début jusqu'à la fin. Donc, vous regardez le data, effectivement, vous voyez que pour diverses raisons, vous voyez par exemple que 50%, tous les chiffres ici sont inventés, mais 50% des utilisateurs ne finissent pas leur session sur Waze. Vous fixez comme objectif d'augmenter cette métrique de moitié. Vous prédisez qu'une augmentation de 12% le nombre de kilomètres conduits par utilisateur, et c'est ça, par exemple, votre résultat clé maintenant, votre key result. Et peut-être même que vous pourrez y parvenir et recevoir une promotion pour votre excellent travail. Okay, il n'y a rien de mauvais à ça, c'est effectivement un bon travail de PM. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une possibilité aussi d'être un excellent PM, de créer aussi des choses, des produits réellement qui changent le monde du tout au tout. Et ça, c'est très rare de pouvoir le trouver dans le data, parce que le data vous dit quelque chose sur ce qui est, mais pas sur ce qu'il pourrait y avoir. D'accord? Donc, si vous êtes un excellent PM, à mon sens en tout cas, ou ce que j'appelle un product philosopher, enfin un philosophe de produit, vous aurez une vision du monde déjà informée, qui considère par exemple la tendance des gens à être altruistes envers les gens de leur propre groupe quand ils font face à des difficultés, comme par exemple les embouteillages, et d'un autre côté, d'une plus triste tendance à développer de l'animosité pour les étrangers à leur groupe. Okay, c'est ça votre vision du monde, par exemple, sur laquelle vous allez travailler. Vous pensez aussi peut-être à la misère des gens quand ils se trouvent dans les embouteillages, à quel point c'est frustrant. Bon, en tout cas, c'est une haine passionnelle que j'ai pour les embouteillages. Je suppose que c'est pareil pour tout le monde. Vous rêvez de leur rendre un monde meilleur. Vous pensez que résoudre leurs problèmes dans le cadre des embouteillages, c'est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de votre entreprise et pour Waze en général. Vous connectez toutes ces idées ensemble et vous construisez une hypothèse sur la manière dont, par exemple, une plus grande prédictabilité, une plus grande transparence sur ce qu'ils attendent sur la route réduit leur niveau de stress. Et s'ils sont moins stressés, d'après votre vision du monde, ça les rendra plus aptes à collaborer, à contribuer des informations avec leur communauté. Et de ce fait, ils rendront possible une encore meilleure prédictabilité pour les autres utilisateurs, qui à leur tour deviendront moins stressés, qui à leur tour contribueront plus, etc. Vous avez créé un style de flywheel, un cercle virtueux. C'est ça le mot, oui. Un cercle virtueux qui fera en sorte que toutes vos métriques explosent. D'accord? C'est comme ça, par exemple, l'idée qu'on a eue derrière. C'est comme ça que nous est venu en travaillant avec le OSCAR, que je vais expliquer bientôt, que nous est venue l'idée de Get the Why, tout le framework de collecter un maximum d'informations de la part de la communauté et de faire en sorte de le mettre en surface, de le faire monter en surface pour un maximum d'utilisateurs, pour leur donner une prédictabilité sur la route, pas seulement leur dire à quelle heure vous allez arriver, et comment vous allez y arriver, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe sur les routes alternatives, pourquoi y a-t-il des embouteillages, tout ça, ça réduit le stress, même si l'utilisateur ne peut rien faire à ce sujet, c'est des choses qui sont hyper importantes pour eux. Donc, vous allez bâtir une stratégie de collection d'informations sur les routes, les mettre en surface de manière la plus utile et la plus contextuelle possible, pour rendre la plus prévisible possible votre expérience sur les routes. Donc, vos OKR, à ce moment-là, ils auront à voir non pas avec le nombre de kilomètres conduits, par exemple, mais par exemple avec la quantité d'informations, embouteillage, accidents, véhicules en panne sur le côté de la route, etc., collectées par la communauté. Donc, vous allez finir par créer un produit qui est totalement différent que celui du bon PM et à mon sens, un produit qui sera aussi infiniment meilleur. Parce que justement, vous avez démarré d'une vision du monde qui est claire, profonde sur vos utilisateurs, leur motivation, votre produit et sa valeur ajoutée à votre réseau d'utilisateurs. Alors, on va essayer dans un instant de formaliser ce processus et pour le rendre réellement utile. Okay, mais avant de parler de comment développer un produit dans le contexte d'une vision du monde, on va commencer par adresser les autres lacunes des OKRs. Okay, et on avait parlé de la première. En admettant que vous avez le bon objectif,
comment déterminer les bons résultats clés. Okay, il y a un autre framework de Google, moins connu, mais qu'on utilise beaucoup. Moi, je l'utilise en tout cas énormément. C'est une des choses que j'ai apprises de Google. Qui est utilisé spécifiquement pour le développement de produits, qui s'appelle le GSM. Okay, GSM, Goals, Signals, Metrics. Je ne veux pas trop m'approfondir là-dessus, mais en gros, Goals, c'est comme les objectifs de OKR, c'est exactement la même chose. C'est aussi le input au framework. Imaginez-vous que vous avez, vous fixez votre objectif à votre développement de feature. Le output, il est légèrement différent. Le output du OKR, comme vous le savez, c'est donc une métrique avec un objectif dessus. Donc, par exemple, rétention à 3 mois de plus 3%, par exemple. Ça, ce sera un style de Key Results. Un style métrique, c'est juste trouver qu'est-ce qu'on va mesurer, sans lui mettre un objectif mesurable dessus, juste trouver la métrique. Et donc, c'est un framework qui est hyper intéressant. C'est aussi, pour ça aussi, on a un framework qui a été aussi créé par Google, que je trouve aussi extrêmement intéressant. J'ai beaucoup à dire sur le développement de produits de Google, mais il y a énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes. Le framework s'appelle HEART, Happiness, Engagement, Adoption, Retention et Task Success. C'est les 5 métriques qu'en général, les 5 dimensions de métriques qu'on suggère aux PM et aux designers en général d'utiliser dans leur développement produit. Et c'est un framework que je trouve extrêmement utile parce qu'il force les PMs à réfléchir aux user goals et aux business goals. Okay, donc, il n'y a pas d'option si on regarde sur ces 5 métriques. Si vous regardez, il y a par exemple, des objectifs qui sont réellement des objectifs du business, par exemple adoption, engagement et retention, et des objectifs qui sont beaucoup plus user-centric, qui parfois sont en contradiction avec les business goals, en tout cas sur le court terme, de happiness et de task success. Okay, mon expérience, c'est que l'immense majorité des PMs, ils ont tendance à favoriser l'un ou l'autre, ou les business goals ou les user goals, et donc c'est bon d'avoir un framework qui inclut les deux. Plus les deux. Je ne sais pas. Bref, si vous ne connaissez pas HEART, faites une petite recherche sur Google, ou sur Bing, ou sur votre petite recherche favori, et vous ne serez pas déçus. Alors, on revient à GSM. Et ce que je trouve particulièrement puissant dans ce framework, donc on a les goals en input, on a les métriques en output, mais ce que je trouve particulièrement puissant, c'est l'étape du milieu, qui est l'étape du signal. Donc, c'est un coup de philosophe classique. Signal, c'est penser au monde que vous allez créer en lançant ce produit. Quels signaux allez-vous recevoir du marché ou de vos utilisateurs? De quoi a l'air ce monde? De manière qualitative. Moi, j'encourage en général mes PMs à raconter une histoire, littéralement, et à les mettre dans le spec, raconter l'histoire de ce qui va se passer une fois que le produit sera lancé. Pas seulement le go-to-market, mais réellement, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Comment les gens réagissent-ils? Quel est son impact? Par exemple, quel nouveau type de problème a-t-on créé? Êtes-vous satisfait du résultat? Après que vous ayez fait cela, traduire votre objectif qualitatif en objectif quantitatif, de mon expérience, ça devient un exercice plutôt évident. Donc, vous allez raconter l'histoire et avec cette histoire, dire, OK, donc en fait, en réalité, c'est ça les métriques que je veux traquer. Pas forcément optimiser, mais au moins les métriques que je veux suivre. Donc, GSM, c'est un framework, à mon sens, extrêmement puissant parce qu'il garantit que vous allez construire un produit qui soit aligné avec vos valeurs en tant qu'être humain, mais aussi les valeurs de votre entreprise. Donc, vous avez à ce stade utilisé GSM pour trouver les bonnes métriques. Vous pouvez poursuivre et mettre des objectifs numériques sur vos métriques, vos KPIs. Et c'est ainsi que vous allez créer vos key results, vos résultats clés. Et c'est là qu'est le deuxième piège. Comment estimer l'impact de votre produit alors que vous ne l'avez pas encore construit? Okay, c'est une difficulté que tout le monde connaît, spécialement dans les startups. Le produit n'existe pas encore. Comment estimer son impact? Un petit mot pour dire que ce n'est pas une étape qui est optionnelle. D'accord? C'est absolument non négociable d'avoir des métriques de succès avant de démarrer le développement. Okay, si vous avez de l'expérience en tant que product manager ou de manière générale avec la nature humaine, vous savez déjà à quel point il est facile d'expliquer a posteriori pourquoi sur quoi vous avez travaillé et investi tant d'efforts, c'est un succès. Et en particulier si c'était votre idée. Ça, c'est toujours très facile à expliquer pourquoi ce que j'ai fait dans le passé, c'était en réalité un succès. C'est aussi très facile a posteriori d'expliquer pourquoi l'idée des autres était un échec retentissant. Okay, toujours en montrant du data, surtout si c'est quelqu'un que vous appréciez peu. Mais de manière générale, vous allez avoir 100 métriques, vous allez toujours pouvoir faire un cherry picking, vous allez pouvoir toujours sélectionner les métriques qui vous arrangent pour démontrer que c'était un succès, et vous pourrez aussi en trouver d'autres qui montreront qu'en fait c'est un échec total. Donc l'étape de définir les métriques de succès, c'est absolument non négociable, c'est absolument critique. On discute ensemble, en équipe, de quoi a l'air le succès d'un produit avant de tomber amoureux avec l'idée. On ne rediscute jamais après coup. C'est ce qu'on a décidé. Et jusqu'à la fin, une fois que le produit est lancé, on a 2 options, et seulement 2. Ou on n'a pas atteint l'objectif, on pense pouvoir l'atteindre et on fait une itération. On va essayer de l'améliorer jusqu'à ce qu'on puisse atteindre nos métriques de succès. Ou
on tue le feature, on tue le produit. Il n'y a aucune autre option possible entre les deux. On ne dit pas a posteriori, oui, en fait, on avait dit qu'on allait améliorer la rétention de 5%, ces 2%, c'est suffisant. Après coup, c'est trop facile à dire. Quand on avait discuté de ça avant, on avait dit que 2%, ce ne serait pas un succès. Donc, c'est le moment maintenant de tuer le feature ou de continuer à creuser. Okay. Donc, à Waze, on a tenté maintenant de créer un framework qui prenne le meilleur des OKRs et le meilleur de GSM et le meilleur de Heart et aussi continuer à l'améliorer. On a inventé ce qu'on appelle les OSCAR. Alors, OSCAR, c'est les initiales de hypothèse, objectif, signal et key results, objectif clé. Donc, OSCAR, c'est le framework à Waze, c'est devenu littéralement le format de spec, c'est-à-dire qu'on a un format de spec qui suit les sections de OSCAR, et tous nos PM, ils doivent le remplir avant de faire quoi que ce soit. Alors, ils peuvent, s'ils le souhaitent, considérer que certaines étapes ne sont pas applicables à leur problème, mais ils ne peuvent pas décider de ne pas y réfléchir. Donc, comme tout bon framework, c'est un framework qui force la réflexion. On est obligé de penser à toutes les étapes. Je peux dire après, ouais, non, signal, aucun rapport avec ce que je fais, je le laisse vide, il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins y réfléchir en profondeur. Alors, avec Oscar, on ne part pas d'un objectif directement, mais on part d'une vision du monde. Dans le contexte de développement produit, cette vision du monde, c'est un modèle de croissance qualitatif, un growth model. Okay, j'ai hésité à rentrer là-dedans ou pas. C'était un peu long et ça aurait rendu la conférence trop longue. Mais il y a d'autres conférences que je donne sur Internet, vous pouvez les chercher, sur les modèles de croissance qualitatifs. En général, je conseille que chaque entreprise ou chaque équipe de produits ait ce qu'on appelle un KPI graph, okay, un graphe de KPI ou un graphe de métriques pour comprendre de manière analytique quel est l'impact d'un KPI sur un autre. Okay, je vais vous donner par exemple l'exemple le plus simple que la plupart d'entre vous connaissez probablement, mais vous pouvez décider par exemple que 90% des utilisateurs qui passent votre sign-up flow, ce n'est pas suffisant pour vous et vous voulez améliorer ça à 95%. Okay, normalement, vous devez avoir, avant de commencer votre travail, vous devez savoir déjà que faire monter la conversion du sign-up flow, si vous faites en sorte qu'il y ait plus d'utilisateurs qui arrivent à compléter votre onboarding, vous allez par exemple faire réduire de quelques points la rétention, par exemple, ou l'engagement. Pourquoi? Simplement parce que vous avez maintenant introduit à votre produit des utilisateurs qui étaient sensibles à un minimum de friction. Donc, okay, vous avez amené plus d'utilisateurs avec moins de motivation à votre service ou à votre produit. Et donc, forcément, la rétention, c'est presque une loi physique, va prendre un coup. Donc, en général, le modèle, c'est un graphe de KPI, sans trop vouloir rentrer dans les détails, avec une compréhension analytique de comment chaque KPI de votre produit et de votre service s'impacte les uns les autres. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas forcément obligé d'être complètement précis, mais c'est extrêmement important d'être aligné sur ce modèle, que toute votre équipe produit soit alignée sur ce modèle, que toute l'équipe produit sache que améliorer le sign-up flow va réduire la rétention, par exemple. Okay, alors ça, c'est par exemple un exemple de graphe de KPI extrêmement simplifié à Waze. Alors, sur les nœuds du graphe, vous avez des actions, comme par exemple planifier un trajet, conduire ou reporter un accident, reporter un accident. Et sur les arcs, vous avez des propositions de valeur, comme par exemple, alors dans ce cas-là, vous allez voir par exemple que si on sait que nos utilisateurs conduisent plus, ça va nous créer plus de data sur ce qui se passe sur les routes et nous permettre de leur donner un meilleur ETA par exemple ou une meilleure route. En fonction de ça, de data qu'on va créer, ça va encourager. On va avoir plus de gens qui conduisent, on va avoir donc plus de gens qui aussi nous reportent ce qui se passe sur les routes. Si on a plus de gens qui nous reportent sur les routes, on peut utiliser aussi ce data pour encore améliorer leur route et leur ETA. Donc, on va avoir plus de gens qui conduisent. Si on a plus de gens qui conduisent, on peut aussi, à partir d'un certain moment, commencer à personnaliser leur expérience, deviner où ils vont conduire demain et peut-être leur envoyer une notification une demi-heure avant qu'ils sortent de chez eux pour leur dire qu'aujourd'hui, il y a des embouteillages à cause d'un accident, etc., qu'on sait qu'ils veulent sortir, mais peut-être qu'ils attendent un petit peu. Okay, donc, ça va pousser les gens à planifier leur route sur Waze. S'ils planifient leur route sur Waze, ils vont après utiliser plus Waze, etc. Tous ces cercles virtueux entre les différentes actions que votre produit permet, c'est quelque chose sur lequel toute l'équipe produit doit être alignée. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle notre modèle de croissance. Okay, idéalement, sur les flèches, vous avez aussi des corrélations, des scores, ou des poids. Augmenter le planning d'1%, vous devez savoir de combien ça va augmenter le driving, par exemple, etc. Alors, souvenez-vous que ce modèle ne doit pas forcément être parfait, il ne doit pas être précis,
Mais plus il l'est, bien sûr, plus vos décisions seront bonnes et précises. Mais le rôle des PM, c'est de prendre des décisions. Décider de ne pas décider, donc c'est aussi décider. Et donc, il faut avoir une opinion, même si vous n'êtes pas certain d'avoir raison. Okay, ça garantit au moins un alignement des diverses fonctions dans votre équipe et que tout le monde pousse dans la même direction. Au moins, on peut pousser dans une mauvaise direction, mais on pousse tous ensemble dans la même direction. Et si on se trompe, on va le découvrir très vite et on pourra pousser dans une autre direction. Donc, tant que vous êtes capable d'apprendre vite grâce à la magie des stats et des expériences et de changer d'avis, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si vous avez un modèle de croissance, donc un graphe de KPI, et encore une fois une version analytique et quantitative de votre vision du monde, qui peut être modifiée chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau sur le monde, ou à chaque fois que vous y introduisez un nouveau produit ou un nouveau service, vous continuez à effectuer des expériences, des tests pour valider vos hypothèses, les quantifier, séparer les corrélations des liens de cause à effet, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Et vous exprimez une relation entre une action que vous voulez maintenant permettre aux utilisateurs et la valeur qu'elle pourrait avoir pour eux et votre business. C'est là où vous créez vos objectifs. Vous êtes maintenant armé d'une large et profonde compréhension de votre objectif. Vous êtes satisfait du monde que vous êtes sur le point de créer. Vous mettez en place vos objectifs qualitatifs et de la même manière, exactement de la même manière qu'avec vos OKRs. Maintenant, vous allez imaginer l'univers dans lequel votre objectif, votre hypothèse est validée, dans lequel votre objectif est atteint. Okay, ça revient au signal que j'ai piqué à GSM. Okay, racontez-nous cette histoire. De quelle manière l'univers dans lequel votre hypothèse est validée, dans l'univers dans lequel votre hypothèse n'est pas validée, de quelle manière ils sont différents? Que se passe-t-il dans chacun d'entre eux? Laquelle de vos métriques de votre framework HEART va bouger et dans quelle direction? Quels sont les signaux que vous allez recevoir du marché, de vos utilisateurs, de votre réseau, de votre service? Une fois que votre hypothèse est validée, de la même manière qu'avec GSM, vous savez maintenant qu'une métrique X ou Y va bouger de Z%. Vous observez de quelle manière ça impacte vos business metrics. Si vous êtes encore satisfait à ce stade de la définition de votre produit et que vous voulez encore continuer, alors allez-y. Okay, jusqu'à ce que de deux choses l'une. Ou le monde que vous vous apprêtiez à créer devient une réalité. Dans ce cas-là, vous êtes satisfait, votre vision du monde en sort renforcée. Votre vision du monde, elle s'avère être encore plus précise que ce que vous pensiez. Ou bien vous avez appris quelque chose. C'est aussi OK, c'est parfaitement OK. Votre vision du monde et votre compréhension de la réalité, elles sont maintenant mises à jour. Okay, et fièrement, vous tuez votre produit. D'accord, vous avez maintenant vous tuez votre produit, mais au moins, c'est jamais un échec parce que votre vision du monde, elle est toujours mise à jour. Elle continue à évoluer. Comme ci ou comme ça, le output de ce processus, de Oscar, c'est une mise à jour de votre vision du monde. C'est un processus qui garantit un apprentissage constant et continu de votre organisation et de votre équipe de produits. On va finir juste en donnant un exemple qui, je pense, est aussi un exemple du monde réel. On va voir comment ça fonctionne dans le monde réel et de quelle manière les OSCAR diffèrent des OKRs, des fois de manière très, très significative. Donc, quelques mots sur Waze Carpool pour bien comprendre l'exemple. Waze Carpool, c'est un service qui n'existe pas encore en France. À mon grand dame, j'adorerais qu'on lance ça en France. On n'y est pas encore. On a lancé ça au Brésil, au Mexique, en Israël évidemment, et aux États-Unis. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer des gens, des Wazers qui conduisent dans la même direction, de manière à ce qu'ils partagent leur trajet, ils économisent de l'argent, et quand même, parfois même du temps. Okay, il y a des carpool lanes aux États-Unis, ça commence à prendre en France. Et en tout cas, c'est pour nous le prochain pari stratégique pour faire en sorte que les gens arrêtent de souffrir dans les embouteillages. Donc, on sait que notre objectif stratégique étant de mettre fin aux embouteillages, on sait que ça ne sert à rien de construire plus de routes. Il y a un urbaniste qui s'appelle Lewis Mumford, pour ceux qui connaissent. Pour expliquer le concept de demande induite, il a eu cette phrase très connue que j'ai essayé de traduire en français. Je ne suis pas sûr que ça réussit. Construire plus de routes pour éviter les embouteillages, c'est comme conseiller à un homme en surpoids d'ouvrir sa ceinture pour éviter l'obésité. C'est réellement ça. On a trop de voitures, construisons plus de routes. Ça n'a aucun sens, c'est absolument pas soutenable. On est obligé de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures sur les routes qui existent déjà. Et idéalement aussi d'avoir moins de routes sur le long terme. Maintenant, faire en sorte que les gens laissent leur voiture à la maison, alors qu'ils peuvent en théorie profiter de la satisfaction immédiate, du sentiment de liberté qui va avec, c'est vraiment pas simple, croyez-moi. Ça fait longtemps qu'on essaye et c'est très, très, très difficile. On y arrive, mais c'est très difficile. Maintenant, voyons comment les Oscars peuvent nous aider dans cet objectif. Comment ils nous ont aidés dans ce cas-là, dans cet objectif. Alors, on commence par les OKRs classiques. Vous êtes un PM, vous bossez sur Carpool, et un jour, vous notez que 65% des trajets ont lieu entre un conducteur et un passager qui ont déjà partagé un trajet dans le passé. Okay, on va les appeler des ex. Okay, passager, conducteur, 65% des cas, ils se connaissent déjà.
Vous êtes un bon PM, donc vous êtes inspiré par le data et vous vous concentrez sur l'utilisateur et donc vous avez décidé d'optimiser l'expérience pour les ex, faire en sorte qu'ils se retrouvent facilement. Vous dites c'est quand même compliqué de retrouver mon conducteur du passé. Comment faire en sorte pour qu'il puisse se retrouver plus facilement? Donc vous allez définir ce user journey comme absolument critique pour votre produit parce que c'est comme ça que les utilisateurs l'utilisent. Vous allez conduire un user research pour enrichir votre compréhension du phénomène, quels sont les points de friction, comment y mettre fin. Vous décidez de bâtir une nouvelle expérience, on va l'appeler favori, favorites, qui permet aux utilisateurs de signaler, de bookmarker leur conducteur du passé pour pouvoir simplement les retrouver. Donc au lieu de passer par le matching de Waze ou carrément au lieu de passer par Waze, vous allez pouvoir directement sur l'interface de Waze, retrouver votre carpooler du passé et leur demander de partager de nouveaux trajets. C'est ça votre idée de feature pour rendre l'expérience pour ces 65% de vos utilisateurs meilleure. Après tout, c'est la majorité de vos utilisateurs, il faut leur créer une meilleure expérience. Donc, c'est ce que le PM a fait. Il a pris son framework Heart, il a estimé que ça pourrait avoir un impact positif sur la rétention, puisque ce sera maintenant plus facile de réserver des trajets sur Waze que par exemple sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook et payer avec Venmo ou un autre système de paiement peer-to-peer. Et aussi sur le task success, puisque ça sera plus facile et il y aura moins de friction pour réaliser cette tâche. Donc, vous voulez commencer maintenant à travailler sur ce feature, et là, boum, votre CPO, dans ce cas-là, c'était moi, il vous renvoie faire vos devoirs et faire vos Oscars et vous invite à revenir la semaine suivante. Il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette théorie. Et donc, le PM reprend tout depuis le début, avec les Oscars cette fois, en débutant de sa vision du monde, ce qu'il aurait dû faire depuis le début. La voici en quelques mots. Vous savez que votre monnaie d'échange de base dans Carpool et dans Waze, c'est la confiance entre les gens qui ne se connaissent pas. La liquidité du réseau, qui reflète dans quelle mesure les passagers peuvent aisément compter sur Carpool comme solution de trajet. Vous avez parlé à tellement d'utilisateurs, vous êtes même un utilisateur, vous savez que le point de friction le plus important de Carpool, c'est le stress et l'anxiété que les gens ressentent dans l'incertitude de l'attente d'une réponse. Est-ce que oui ou non, ils vont avoir une solution aujourd'hui pour aller au travail? Et vous savez que c'est ça, en fait, qui leur ruine l'expérience. Donc, la raison pour laquelle, et ça vous le réalisez en réfléchissant en profondeur sur le mode d'utilisation de ce réseau en général et sur les motivations des gens, c'est que vous réalisez que vous observez ce data parce que les gens se rabattent sur des conducteurs du passé parce que vous, en tant que Waze, vous êtes incapable de leur donner la prédictabilité dont ils ont besoin. Ils ont plus confiance en des gens qu'ils connaissent maintenant qu'en la capacité de votre système à leur trouver un conducteur qui leur convienne. Et c'est pour ça qu'ils font appel directement au conducteur qu'à vous. D'accord? Donc, vous savez que ce n'est pas ce que vous voyez dans le data, ce n'est pas parce que c'est comme ça que les gens veulent utiliser votre produit. Ça reflète votre propre échec à construire l'expérience que eux attendaient de vous, c'est-à-dire leur donner un carpool sur lequel ils puissent compter et si au cas où il n'y en a pas ou au cas où on ne puisse pas de conducteur, qu'ils aient le temps de se retourner pour trouver une autre solution. Donc maintenant, le résultat, c'est que les carpoolers, maintenant, ils restent dans des tout petits cercles fermés, entre conducteurs et passagers qui se connaissent, dans lesquels il est difficile de pénétrer, la liquidité du réseau en souffre, Carpool donc, ne grandit pas assez vite et les embouteillages s'aggravent, etc., etc. C'est une catastrophe. Donc le PM à ce stade comprend ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, en fait, c'est pas rendre meilleure l'expérience pour ses utilisateurs qui reflètent notre échec, mais faire en sorte d'adresser cette incertitude et ce manque de confiance envers de nouveaux Wazers. Donc, c'est là où vous démarrez vos Oscars, et on va donner cet exemple de Oscar à ce stade. Donc, l'objectif ici, l'hypothèse, ici, et donc ma vision du monde, c'est que en permettant aux conducteurs de préapprouver des demandes de trajet de la part des passagers en échange d'un petit supplément financier, par exemple, Waze pourra créer une expérience totalement prévisible pour les passagers. Au lieu que les passagers demandent un carpool de la part de tous les drivers, peut-être qu'il y en aura qui répondront et peut-être pas, les conducteurs eux-mêmes seront invités à préapprouver, comme le instant booking de Airbnb, un peu, c'est là qu'on s'est inspiré, préapprouver les passagers, et les passagers pourront trouver des rides, pourront trouver des trajets donc directement disponibles pour eux. Donc, vous avez plusieurs objectifs. Le premier, par exemple, peut être centré sur le conducteur, utiliser tout l'immobilier de ma voiture, utiliser un maximum de sièges, gagner plus d'argent. Des objectifs centrés sur le passager. Le passager, de son point de vue, il peut être maintenant relax, réserver des trajets, se joindre instantanément à des conducteurs, même s'il ne les connaît pas. Et centré sur le business, vous avez des unit economics qui sont maintenant plus favorables, ce qui est une manière fancy de dire que les passagers ils seront probablement prêts à payer plus pour cette expérience qui est améliorée et le fait qu'ils aient maintenant plus le stress et l'anxiété de savoir s'ils auront un carpool ou pas.
Donc, dans le signal, j'ai pris par exemple le côté du passager, par exemple, mais il en faut aussi un pour le côté conducteur et pour le côté business. Mais le signal, c'est que dans un monde avec ce feature, vous allez voir que, par exemple, je suppose, ou le PM supposera, qu'une partie des conducteurs ne sera pas intéressée à s'engager à l'avance. Ils sont là pour l'expérience sociale, pas pour l'argent, et eux, ils sont intéressés par savoir qui demande avant de s'engager. Okay. Mais par contre, pour ceux qui vont rendre disponibles de tels trajets, qui sont prêts à prouver, le PM va supposer que les passagers vont se jeter dessus. C'est-à-dire que à toute chose égale, les passagers préféreront toujours un trajet qui est prêt à prouver qu'un trajet qui ne l'est pas. De la même manière que si vous êtes sur Airbnb, vous aimez avoir la prédictabilité immédiate de savoir quand est-ce que vous allez avoir une location ou pas, et pas sans attendre la réponse de votre hôte. Et une fois que vous avez décidé quels sont vos signaux, vous choisissez vos key results. Okay, donc, par exemple, vous allez, si vous venez de décrire un signal dans lequel ce que vous attendez à voir, c'est que toutes choses égales, les gens se jettent sur ces offres plutôt que sur d'autres. Donc, vos key results seront liés, par exemple, à de savoir si les passagers avec une option disponible qui est pré-approve sont plus favorables à booker un carpool que par rapport à s'ils sont quelqu'un qu'ils connaissent. C'est-à-dire que s'ils ont par exemple 2 offres, une qui est préapprouvée de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ou une qui n'est pas préapprouvée de quelqu'un qu'ils connaissent, ils préféreront celle qui est préapprouvée de celle qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est intéressant, et pourquoi j'aime donner cet exemple, parce qu'avec les OKR, si vous vous souvenez bien, on considérait le succès comme avoir un maximum, une part maximum, faire augmenter au maximum la part des carpools entre ex, parce qu'on a amélioré leur expérience, c'est plus facile pour eux de se trouver. On espère que ce 65% de gens qui se retrouvent et continuent à carpool ensemble augmente. Avec les Oscars, on est arrivé à la conclusion inverse. On veut faire en sorte que, dans notre vision du monde, on veut faire en sorte qu'elle diminue, parce qu'on veut faire en sorte, non pas que les gens puissent se retrouver facilement, mais simplement qu'ils puissent trouver un conducteur facilement. Donc, on vient de te donner un exemple dans lequel les objectifs des OKR sont en fait un signal d'échec dans le framework de Oscar. Pour moi, à mon sens, Oscar a donné ici, à mon avis, un résultat qui est bien meilleur que OKR, et c'est donc une bonne illustration de à quel point les OKR peuvent être dangereux pour votre business s'ils sont mal utilisés. Okay, je vous dis ça en tant que grand fan de OKR. Il faut savoir quand les utiliser, comment les utiliser, et surtout dans quels sont vos frameworks pour l'améliorer. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. La différence entre un excellent PM, ça se résume à leur capacité à former une vision cohérente des interactions entre les actions disponibles sur leurs produits ou leurs services et le monde qui nous entoure. Alors, pour ça, il faut bien le comprendre. Bien sûr qu'il faut être un expert en machine learning, en UX design, en finance, en économie, etc., etc. Mais il ne faut surtout pas oublier l'évolution de la cognicité, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie. C'est des domaines qui sont aussi importants pour enrichir votre vision du monde, qui vous permettent de donner un input sain, riche et plein d'impact pour vos objectifs. Donc, construisez un worldview et construisez des produits qui impactent le monde de manière positive. Et si le monde vous surprend, alors le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous aurez appris quelque chose sur le monde, et la prochaine fois, vous serez moins surpris. Et sinon, vous aurez réussi quelque chose de grand et qui pour vous avait une valeur ajoutée énorme. Et bien, je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité d'être parmi vous. Et merci de m'avoir invité. J'espère que l'année prochaine en présentiel. Je suis désolé de cette année que ça n'a pas pu se produire pour des raisons d'interdiction d'entrée aux États-Unis pour avoir été dans les 14 jours précédents en France. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, on pourra, ou la suivante, on pourra se retrouver en personne. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Rafa. Bonne journée à toi. Au revoir.